Si vous investissez en bourse et choisissez de gérer activement votre portefeuille d'actions, vous avez plus de 9 chances sur 10 de sous-performer. C'est ce que démontre l'étude Spiva, référence mondiale sur le sujet depuis 20 ans partout dans le monde. Ça casse du rêve. Il faudrait donc être fou ou mal informé pour passer son temps à analyser des graphiques ou des actualités financières puisque c'est un jeu dans lequel vous avez 9 chances sur 10 d'être battu. Mais les fans de cette approche ne se laissent pas abattre si facilement. Malgré la tonne de preuves et d'études qui leur sont défavorables, ils persistent à chercher une lueur d'espoir dans l'obscurité pour vous faire croire que vous pouvez raisonnablement battre le marché. Et voici leur dernière tentative, remettre en cause la toute-puissante étude Spiva en vous disant qu'elle n'est pas pertinente avec un nouveau concept que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, le concept d'active share. Puisque d'après eux, ça fait toute la différence. Et je vous avoue que l'espace d'un instant, ils m'ont mis le doute les salauds. Disons-le clairement, ce concept d'active share, c'est le dernier argument des fans de gestion active. En traitant ce concept, on va mettre fin au débat entre gestion active et gestion passive d'un portefeuille de placement. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christophe, je suis professionnel de la finance depuis 20 ans maintenant. Et si vous débutez en bourse, sachez que j'organise pour vous la semaine prochaine un webinaire spécial débutant dans lequel je vous présenterai toute une série de concepts absolument fondamentaux pour savoir comment bien investir sur les marchés. Je vous mets le lien d'inscription à ce webinaire en description de la vidéo. Rappelons d'abord les concepts de base. La gestion active, c'est l'idée que vous allez choisir une par une les actions dans lesquelles vous allez investir. C'est ce qu'on appelle le stock picking, qu'on pourrait traduire en français par le choix d'actions. En plus de ça, en gestion active, vous allez aussi choisir les moments auxquels vous allez acheter et vendre ces actions. C'est ce qu'on appelle le market timing. Toutes les études démontrent que ces deux pratiques qui constituent ensemble la gestion active sous-performent la gestion passive. Et la gestion passive, c'est quoi? Eh bien, c'est l'inverse. C'est de ne faire ni du stock picking, ni du market timing. Concrètement, c'est acheter un maximum d'actions et les conserver passivement sans y toucher. C'est typiquement ce qu'on fait lorsqu'on achète un portefeuille d'ETF qu'on conserve passivement. L'étude Spiva, publiée 2 fois par an depuis 20 ans par Standard & Poor's, démontre que 9 fonds de placement gérés activement sur 10 sous-performent le marché. En d'autres mots, à quelques exceptions près, la gestion active, ça ne marche pas. Cette réalité est observée partout dans le monde, quelle que soit la période analysée. Et c'est confirmé par d'autres études sérieuses, notamment celle de Morningstar. Il n'y a honnêtement plus de débat là-dessus. Du moins, c'est ce que je croyais. Le problème de la gestion passive, c'est que c'est certes performant, mais c'est une manière d'investir plutôt monotone. Vous achetez des ETF et vous n'y touchez plus. C'est très efficace, mais un peu boring. Admettons-le, on préférerait tous faire de la gestion active. Acheter, vendre, investir selon nos convictions, analyser les actions, analyser les graphiques, suivre les actualités, changer d'avis, etc. Et c'est parce que c'est plus sympa et plus challengeant d'être actif que certains essayent, malgré l'écrasante évidence défavorable à la gestion active, de quand même faire vivre l'espoir qu'elle puisse avoir une quelconque valeur ajoutée. Les fans de gestion active vont désormais jusqu'à remettre en cause la toute-puissante étude Spiva. Ça paraît fou, on parle tout de même d'une étude de Standard & Poor's validée dans le monde entier depuis 20 ans, et pourtant vous allez voir que ça a du sens. Parce qu'au fond, nous, investisseurs particuliers, on a deux options pour investir en bourse. Soit on délègue, c'est-à-dire qu'on appelle notre banquier qui va placer notre argent dans des SICAV de sa banque, gérées activement, soit on se forme et on investit par nous-mêmes en achetant des actions directement sur les marchés. Ce sont en gros nos deux options. Et que fait Spiva? Spiva analyse la performance des fonds de placement gérés activement par des professionnels. Elle analyse la performance des SICAV de placement que votre banquier vous propose et qui coûtent de l'ordre de 2% de frais par an. Et elle constate qu'un professionnel qui coûte 2% de frais par an pour gérer activement votre argent sous-performe dans plus de 9 cas sur 10. C'est ça que Spiva fait. Mais ça ne prouve pas
qu'un particulier qui choisit ses actions et les achète par lui-même et qui ne paye donc pas les 2% de frais de gestion par an n'ait pas de bonnes chances de surperformer. Parce que 2% de frais économisés chaque année, ça fait quand même une sacrée différence. Et c'est dans cette brèche que les fans de gestion active vont s'engouffrer pour décrédibiliser l'étude Spiva et la gestion passive. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à l'étude Spiva? D'abord, elle ne serait pas fiable car elle analyse la performance des fonds de placement après frais. Vous utilisez tous l'argument de l'étude Spiva, mais vous oubliez à chaque fois, comme par hasard, de dire que c'est frais de gestion compris. Or, le particulier qui investit en bourse par lui-même n'en a pas. Et ça, c'est vrai. Les résultats Spiva sont donnés après frais de gestion, puisque l'objectif c'est d'analyser la performance nette de frais qu'ont les investisseurs qui succombent au speech de leur banquier et achètent la SICAV qui leur est proposée. Résultat après frais, l'investisseur sous-performe dans 9 cas sur 10. Mais vous savez quoi? En fait, ça ne change rien. Parce que Standard & Poor's publie aussi les résultats de son étude avant frais de gestion. Et là, attention aux yeux, puisque avant frais, en anglais gross of fees, c'est la colonne verte-bleue, on a encore de l'ordre de 80% des fonds professionnels qui sous-performent le marché, tout type de fonds confondus. Donc cet argument ne tient pas. Avant ou après frais, l'écrasante majorité des gérants actifs sous-performent, point à la ligne. Mais arrêtons-nous un instant parce que la statistique qu'on a sous les yeux est absolument incroyable. Les professionnels qui gèrent activement un portefeuille, même s'il ne vous coûtait rien du tout, pas 1 euro, sont 80% à sous-performer le marché. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les frais ne sont pas la cause de leur sous-performance. Ces professionnels sous-performent car ils n'ont fondamentalement aucune capacité de gestion active. Même s'ils ne vous coûtaient rien, toute leur gesticulation ne vous apporterait in fine aucune valeur ajoutée. Alors pourquoi voulez-vous que vous, investisseurs particuliers en pantoufles à la maison, puissiez battre le marché si même les professionnels n'y arrivent pas? Mais de nouveau, les fans de gestion active ont réponse à tout. Mettez-vous un instant dans les chaussures d'un professionnel de la finance qui doit gérer une SICAV de placement en action. Mettez votre costard, allez au bureau et on va vous donner 500 millions d'euros à investir. Vous êtes de bonne foi et chaque jour, vous faites de votre mieux pour obtenir les meilleures performances pour vos clients. Mais au fil du temps, vous observerez que si vous battez le marché de 5% sur une année, on vous félicitera, ça c'est sûr, et vous serez même la star du moment. Mais par contre, si vous sous-performez de 5%, là, vous serez viré sur le champ. Et c'est bien normal, vous avez été archi nul. A l'inverse, si vous battez le marché de seulement 1%, on vous applaudira aussi et vous serez aussi parmi les bons élèves de votre société de gestion. Par contre, si vous sous-performez de 1%, là, vous pourrez toujours noyer le poisson, expliquer votre contre-performance par un quelconque événement lié à l'actualité. En gros, vous comprenez que pour garder votre emploi, ce qui compte, c'est que la SICAV que vous gérez ne sous-performe pas trop. Implicitement, ça veut dire que pour sécuriser votre job, vous devez avoir un portefeuille assez proche de l'indice boursier de référence. Vous devriez acheter, disons, 80% des actions de l'indice et ne faire des choix de gestion active que sur les 20% restants. De cette manière, vous pouvez surperformer, c'est une possibilité, mais en tout cas, vous n'allez pas fortement sous-performer. C'est la raison pour laquelle on observe factuellement que beaucoup de fonds de placement qui se prétendent actifs sont en réalité ce qu'on appelle des closet indexers. On estime à plus ou moins 30% des fonds de placement présents sur le marché européen qui sont de faux actifs. Laissez-moi vous expliquer ce concept qui va nous amener, lentement mais sûrement, au concept d'actifs chers. On le comprend maintenant, beaucoup de fonds de placement proposés par les institutions financières sont en fait de faux actifs. Ces closet indexers sont des SICAV qui se prétendent gérer activement, mais qui, lorsqu'on regarde concrètement ce dans quoi elles investissent, s'avèrent détenir l'essentiel de l'indice qu'elles prétendent pourtant essayer de battre. Et bien sûr, un fonds qui vous fait payer des frais élevés pour acheter 80% des actions de l'indice, c'est logique qu'il sous-performe. Le problème, c'est que l'étude Spiva inclut ce type de fonds dans ses calculs.
Elle donne donc une image noircie des performances de ce qu'on pourrait appeler la vraie gestion active. Et comme nous, on peut faire depuis chez nous de la vraie gestion active sans payer 2% de frais par an, ce qu'on veut maintenant, c'est corriger l'étude Spiva en se concentrant uniquement sur la performance des professionnels qui font de la vraie gestion active. Si eux arrivent à battre le marché, alors ça démontrerait que la gestion active fonctionne et que donc vous pouvez vous y intéresser. On va vérifier ça. Pour aller plus loin dans notre raisonnement, on a besoin d'un concept fondamental qui est le concept d'active share. Si vous essayez de battre le marché, par définition, vous êtes obligé de vous différencier du marché. Vous ne pouvez pas battre le marché en achetant exactement la même chose que lui. Vous devez vous différencier. Le concept d'active share va calculer le pourcentage de votre portefeuille qui diffère du marché. Ça peut être avoir des actions différentes du marché ou de l'indice de référence, mais aussi des proportions différentes. Par exemple, le marché a 7% sur Nvidia. Si vous avez 1% sur Nvidia, ça vous différencie du marché. Et donc, ce concept d'active share va calculer dans quelle mesure vous vous différenciez. Et on considère qu'entre 60 à 100% de votre portefeuille qui diffère du benchmark, c'est-à-dire de l'indice de référence du marché, eh bien, vous êtes réellement actif, vous vous êtes réellement différencié. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une active share élevée. Et on va voir maintenant ce que disent les études sur les portefeuilles qui ont une active share élevée. Est-ce que le fait de différencier votre portefeuille fortement du marché vous permet globalement d'avoir de meilleures chances de surperformer le marché, oui ou non? Première étude, c'est l'étude qui fait référence sur le sujet, elle date de 2009, une étude de Kremers et Petagisto dans laquelle il conclut que l'active share prédit la performance d'un fonds de placement. Les fonds qui ont l'active share la plus élevée surperforment significativement le marché, aussi bien avant qu'après frais. Et dans l'étude, il détaille qu'après frais de transaction, la surperformance des fonds qui ont une active share élevée est de 1,13 à 1,15% par an. Dans une autre étude, les chercheurs démontrent que les actions que les gestionnaires actifs préfèrent et choisissent avec le plus de conviction surperforment le marché, tout comme leurs autres actions d'ailleurs. La pauvre performance globale des gestionnaires de fonds n'est pas due à un manque de capacité de stock picking, de choix d'actions, mais plutôt à des facteurs institutionnels qui les encouragent à surdiversifier leur portefeuille. Dans les résultats de cette étude d'Invesco, ils démontrent que dans les 5 cycles de marché qu'ils ont analysés, plus de 60% des fonds ayant une active share élevée ont surperformé le marché après frais dans une variété de mesures. Dans l'étude suivante, un petit peu plus de nuances puisque les chercheurs trouvent que parmi les portefeuilles qui ont une active share élevée, uniquement ceux qui ont une stratégie d'investissement patiente ont été capables de surperformer le marché en moyenne. A contrario, les fonds qui trade frequently, c'est-à-dire qui passent très régulièrement des ordres d'achat et de vente, ont généralement sous-performé le marché, peu importe leur niveau d'active share. Dans cette autre étude, on trouve une surperformance annuelle de 1,26% par an après frais pour les gestionnaires de fonds qui ont été très actifs dans leur stock picking, c'est-à-dire qui ont eu une réelle capacité à choisir les actions qui composent leur portefeuille. On le voit donc, on a un large choix d'études académiques qui démontrent que si vous avez une active share élevée, vous avez de bonnes chances de surperformer le marché. Petit problème, on a aussi un large choix d'études qui démontrent l'inverse. Première étude, c'est celle-ci qui nous dit qu'il ne trouve pas de preuve qu'une active share élevée est associée avec des rendements supérieurs. C'est même plutôt l'inverse lorsque les chercheurs corrigent leurs résultats en tenant compte des facteurs tels que la taille du fonds et les frais. Dans l'étude suivante, ils ont analysé la notion d'active share et leurs résultats ne supportent pas la notion selon laquelle on pourrait bien sélectionner les gestionnaires de fonds en fonction du niveau d'active share de leur fonds. Morningstar défend également cette idée en nous disant que l'active share est dépendante du contexte et rend difficile pour les investisseurs de sélectionner des fonds sur base de ce critère. On a également ceci où on nous dit que l'active share est une mesure pauvre en qualité pour anticiper la performance d'un fonds de placement. Et enfin, 2 dernières études. La première qui nous dit que les résultats, lorsqu'ils sont ajustés pour l'exposition au risque, entraînent qu'il n'y a pas de relation
particulière entre le niveau actuel d'actifs chers d'un fonds et la performance future. Dernière étude, même s'ils ont trouvé que les fonds qui ont une actif share élevée ont une surperformance légère, celle-ci n'est pas statistiquement significative. Autre aspect fondamental à prendre en compte, c'est la dispersion des performances. Les chercheurs ici nous disent que les fonds qui ont été très différents de leur indice n'ont pas nécessairement surperformé le marché. De plus, ils ont trouvé des évidences fortes que lorsque l'active share augmente, le niveau de risque du fonds augmente également. La volatilité est supérieure et les drawdowns sont largement supérieurs également. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphique où on peut voir qu'au plus l'active share est élevé, au plus la dispersion des performances est élevée. C'est-à-dire que si vous décidez de faire de l'active share ou d'acheter un fonds qui a une active share élevée, eh bien en réalité, vous ne vous exposez pas uniquement à une moyenne de performance qui pourrait différer du marché, vous vous exposez également au risque de mal choisir vos actions ou de mal choisir votre fonds d'investissement et de vous largement sous-performer et vous éloigner de la performance du marché. Autre aspect à prendre en compte, c'est que tout ça n'est pas aussi facile à analyser qu'on pourrait le penser. L'active share au sein d'un fonds de placement peut varier à travers le temps. Vous voyez ici dans ce graphique l'évolution de l'active share au sein du fonds Magellan qui a historiquement notamment été géré par Peter Lynch. Et vous voyez que l'active share de ce fonds a fondamentalement varié à travers le temps en fonction des différents gestionnaires qui étaient à la tête du fonds. Voilà, après vous avoir noyé sous les études, que peut-on en conclure? D'abord, rappelons que toutes les études généralistes sur la gestion active, que ce soit l'étude Spiva, mais aussi les études de Morningstar, les études académiques, peu importe, toutes concluent à une sous-performance généralisée de la gestion active, aussi bien avant qu'après frais. Ensuite, on a vu que l'argument selon lequel les fonds ayant une active share élevée surperforment est très discutable, puisque les études ne sont pas unanimes dans leurs conclusions. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, je rappelle qu'on parle ici d'études qui analysent la performance de professionnels de la finance, qui sortent des meilleures universités du monde, qui dédient leur journée à ça, qui ont des outils que vous n'avez pas, qui ont des frais de transaction que vous n'avez pas, etc. Même si eux arrivaient globalement à battre le marché, ça ne prouverait pas encore que vous pourriez raisonnablement y arriver. Donc pour moi, les choses sont claires. Soyons un peu raisonnables et factuels un instant. La gestion active d'un portefeuille de placement est un non-sens économique, tout simplement. Alors je sais que la gestion active, c'est plus fun. Mais posez-vous la question, est-ce que s'amuser en bourse et investir de manière intéressante et challengeante, comme ils disent, est-ce que ça vaut 20 ou 30 ans de sous-performance? Et pour répondre à cette question, n'oubliez pas de prendre en compte le poids des intérêts composés. Parce que cumuler de la sous-performance annuelle pendant 30 ans, ça pèse. Ça pèse très lourd même dans le calcul final. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Et si vous voulez faire les choses sérieusement, investir sur base des faits et du fonctionnement réel et non fantasmé des marchés financiers, eh bien n'hésitez pas à visiter mon site educationfinance.eu pour plus d'informations sur mes services. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!